Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ami Descartes. On a vu, grâce à saint Thomas, que la notion de sujet, de subjectum, avait été introduite dès la scolastique. Alors, maintenant, on va reprendre Descartes, et je vais reprendre Descartes d'une manière un peu nouvelle par rapport à ce qu'on a vu, en essayant de comprendre ce que Descartes entend par pensée, premier point, et deuxièmement, essayer de comprendre ce que Descartes va introduire, mais avec beaucoup de peine, à savoir l'unité d'un être humain. Si l'on parle de conscience, de moi, de personne, etc., ça va signifier qu'il va falloir nommer ce subjectum, qu'il va falloir dire de quoi est fait ce subjectum, sachant que nous sommes alors un mixte, non, une unité sans doute, par composition peut-être, d'une substance pensante et d'une substance étendue. Alors, je vous rappelle un texte qui se trouve dans la seconde méditation, donc que vous avez dans votre manuel. Milieu de la deuxième méditation. Mais qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Bien. Un autre texte au début de la troisième méditation va reprendre cette idée en la développant quelque peu. Je suis une chose qui pense, c'est-à-dire qui doute, qui affirme, qui nie, qui connaît peu de choses, qui en ignore beaucoup, qui aime, très important, qui est, tout aussi important, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent. Qu'est-ce qui est ajouté ici? Il est ajouté les affects qu'on va appeler l'amour, la haine, etc. Il est ajouté, chose importante, la volonté, parce que l'âme, c'est à la fois une intelligence et une volonté, ça on a vu ça avec saint Augustin, qui imagine aussi et qui sent. Bien. Donc, question, qu'est-ce que la pensée? Alors, je vais faire référence ici à un autre texte de Descartes qu'on trouve dans les principes de la philosophie. Alors, pour mémoire, les principes de la philosophie ont été édités 3 ans après les méditations. Alors, je lis le texte. Je vous communiquerai le texte sur OneNote. Par le mot de pensée, j'entends tout ce qui se fait en nous, de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. C'est pourquoi, non seulement entendre, alors entendre est à comprendre au sens de comprendre, justement, nous entendons au XVIIe siècle, ça veut dire nous comprenons. Donc, c'est pourquoi non seulement comprendre, je traduis tout de suite, vouloir, imaginer, mais aussi sentir, est la même chose ici que penser. Car si je dis que je vois ou que je marche, et que j'infère de là que je suis, si j'entends parler de l'action qui se fait avec mes yeux ou avec mes jambes, cette conclusion n'est pas tellement infaillible que je n'ai quelque sujet d'en douter, à cause qu'il peut se faire que je pense voir ou marcher, encore que je n'ouvre point les yeux et que je ne bouge de ma place. Car cela m'arrive quelquefois en dormant, et le même pourrait peut-être arriver si je n'avais point de corps. Au lieu que si j'entends parler seulement, et c'est ça qui est important, au lieu que si j'entends parler seulement de l'action de ma pensée ou du sentiment, c'est-à-dire de la connaissance qui est en moi, qui fait qu'il me semble que je vois ou que je marche, cette même conclusion est absolument vraie, je n'en puis douter, à cause qu'elle se rapporte à l'âme qui seule a la faculté de sentir ou bien de penser en quelque autre façon que ce soit.
qu'y a-t-il dans ce texte qui nous intéresse énormément? Eh bien, c'est la différence que Descartes fait de manière encore plus explicite que dans les méditations entre la pensée de et l'acte de penser. Je peux bien penser à ceci ou à cela, je peux bien penser au théorème de Pythagore, pour prendre un exemple connu, je peux me tromper, mais ce qui est certain, c'est que je me connais pensant, c'est-à-dire que je connais que je pense, peu importe ce que je pense du reste. La principale chose ici, c'est l'introduction de cette espèce de réflexivité de la pensée, à savoir, en même temps que je pense, je me sais, je connais que je pense. Bon, là, nous sommes à la racine d'une compréhension moderne de ce qu'on va appeler la conscience, c'est-à-dire la découverte, d'une certaine manière, qu'il y a en nous cette capacité de réflexivité qu'on va appeler la conscience. La conscience est toujours, comme dira Husserl, alors peut-être que nous le verrons, peut-être que nous ne le verrons pas, parce que je ne sais pas si nous aurons le temps, mais comme dira Husserl, donc Husserl, philosophe du tout début du XXe siècle, la conscience est toujours conscience de, il n'y a pas la conscience pure. Là, ce que dit Descartes, c'est que toutes nos pensées sont accompagnées de la pensée. Il n'y a pas de pensée pure. Il y a la pensée et la connaissance de la pensée. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a gagné? Pas tout à fait, parce que va se poser à Descartes le problème de ce quelque chose, ou de ce quelqu'un, ou de ce moi, qui est justement à la source de cette réflexivité. La définition de la pensée, entendre, vouloir, imaginer, sentir, etc., va introduire, qu'on le veuille ou non, la possibilité ou la nécessité d'une connexion de la pensée et du corps. Il n'est pas possible de réfléchir à ce que c'est que penser, sachant que, en pensant je connais que je pense, il n'est pas possible d'introduire ça sans qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, une connexion avec le corps. J'imagine, mais j'imagine corporellement, on va dire ça. Je sens. Mais comment sentir si je n'ai pas de corps? Bien. Donc vous voyez que ces facultés de l'âme chez Descartes vont appeler, c'est plus précis peut-être, vont appeler le problème de la coordination du corps et de l'âme, à savoir la coordination de la substance pensante, l'âme, et de la substance étendue. Alors, il y a un texte qui vient à la fin des réponses aux sixième objection. Il y a un texte où Descartes affronte ce problème et il l'affronte en n'ayant pas les outils. Alors, quel est le point de vue de Descartes? Le point de vue de Descartes, c'est qu'il va prendre cette distinction, et encore une fois, cette distinction qui est extrêmement nette. On se souvient que, fin de la deuxième méditation, je ne sais pas si j'ai un corps. Je suis certain d'être, d'exister, et je suis certain d'exister comme substance pensante, et comme substance pensante exclusivement. Fin de la deuxième méditation, nous en sommes là. Vous vous souvenez que l'expérience du morceau de cire est une expérience de pensée, c'est par l'imagination que je mène cette expérience. Ce qui fait dire à Descartes que je connais par inspection de l'esprit, mais une inspection de l'esprit, à la fin de la deuxième méditation, peut tout à fait avoir lieu, se produire, sans qu'il y ait un monde, sans qu'il y ait un corps, sans qu'il y ait des corps, sans qu'il y ait des choses autour de moi.
D'où la question, mais comment peut-on faire pour unir d'une certaine manière l'âme et le corps? Alors, première hypothèse qui est enlevée tout de suite, c'est l'hypothèse que le corps pense par lui-même. Bon, que la matière soit pensante, que la matière corporelle, physique, soit pensante. Ça, c'est exclu. Bien. On peut très bien ne pas l'exclure, ce sera l'hypothèse de Spinoza. Mais pour Descartes, c'est exclu, c'était déjà exclu chez saint Thomas. Là, de ce côté-là, nous héritons de la philosophie scolastique. Donc, si le corps ne pense pas, si la substance étendue ne pense pas, mais que l'âme pense, il se trouve qu'elle pense tout de même avec le corps, ou même contre le corps. On se souvient du problème posé par le rêve. Lorsque je rêve, je pense. Par exemple, je peux penser que je vole, mais pour voler, il faut un corps. Même si c'est un corps imaginaire, même si c'est un corps rêvé, il n'empêche qu'il faut un corps. Donc, si je découpe la substance pensante et la substance corporelle en mettant une espèce vraiment de coup de cutter entre les deux, comment puis-je rendre compte du fait que moi je suis, que moi j'existe? Qu'est-ce que c'est que cette réalité que je vais appeler moi, que je ne peux pas réduire? Et ça, c'est le problème de la seconde méditation, que je ne peux pas réduire à la substance pensante, puisque la substance pensante devrait me... Si je réduis à la substance pensante, je dois pouvoir comprendre qui je suis, non pas ce que je suis. Et là, on a vu que Descartes se prend un peu les pieds dans le tapis, parce qu'il ne sait pas si c'est quis, quid, ce que ou qui. Là, c'est le flou permanent. Donc je ne peux pas réduire qui je suis à une des deux substances qui me composent. Je ne peux pas dire, eh bien, je suis une âme pensante, je suis une étendue corporelle. Ça, je ne peux pas. Donc je suis cette espèce de réalité moite-moite, mi-figue, mi-raisin, ou bien totalement figue, totalement raisin, une âme et un corps. Mais j'existe comme unité. Si je suis une substance pensante, c'est qu'une substance pensante, c'est une substance qui aime, qui est, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine et qui sent, vous voyez bien que tout ça, il va falloir en passer par le corps. Et donc, cette unité que saint Thomas avait posée comme étant le subjectum, qu'il reprend d'Aristote, cette unité que je suis, Descartes, alors par un coup de passe-passe, je vous l'accorde, va la ramener à Dieu. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que moi, Descartes, je pense deux substances distinctes. Lorsque je pense la substance pensante, je connais que je pense. Lorsque j'agis, je connais que j'agis. Action égale intervention du corps. Et action va signifier sentiment, va signifier émotion, va signifier haine, va signifier amour, va signifier aussi pour une grande part volonté, etc., etc. Donc autant de qualités de l'âme, autant de facultés cognitives, dirait-on aujourd'hui, de l'âme. Mais cette réalité que je suis et qui est une, eh bien, Descartes va la reporter dans la volonté divine. Je ne sais pas, moi, Descartes, ce qu'est cette unité. Je ne peux pas le savoir. Ce que je peux savoir, c'est que puisque Dieu existe, il peut faire, et ça c'est la toute-puissance de Dieu, il peut faire que ces deux substances
qui sont contre-distinguées l'une de l'autre, qui se définissent l'une par rapport à l'autre. La substance pensante, ce n'est pas la substance corporelle. La substance corporelle, ce n'est pas la substance pensante. Eh bien, Dieu va pouvoir faire que cette dissociation, en fait, soit une unité. Et là, nous avons encore une fois cette espèce de, comment dirais-je, de réflexivité de la conscience. Ce que je sais, c'est que je pense. Et qu'en pensant, je sais que je pense. Bien. Pourquoi? Parce que j'existe. D'accord. Mais en même temps, le fait de penser, lorsqu'il s'agit d'émotions, de haine, d'amour, d'imagination, de sentiments, ce fait de penser me ramène instantanément à la substance étendue qui est le corps. Et donc, ce que l'on va appeler la conscience, c'est-à-dire l'unité d'un moi qui dit je. Moi, je suis. Moi, j'existe. Cette unité d'un moi qui dit je, Descartes va la ramener à la puissance divine. C'est-à-dire que seule la toute-puissance divine peut faire en sorte que ces deux substances qui sont moi, que ces deux substances soient en réalité un seul et même être, ce que Descartes va appeler un homme. C'est un peu flou, c'est un peu vague, je vous l'accorde, mais on en est réduit à ça. Avec Descartes, nous sommes en présence d'un homme dont l'unité n'est assurée que par Dieu, parce que d'une manière métaphysique, cette unité, du point de vue philosophique, on va dire, cette unité est largement incompréhensible. Alors, Descartes avait pour ambition, on va dire, de tout refonder à partir de lui-même. Bien. Et dans le début du discours de la méthode, donc qui est antérieur aux méditations, je vous le rappelle, puisque le discours de la méthode a 4 ans de moins, on va dire, un long chapitre du discours de la méthode donne à la fois l'ambition de Descartes et à la fois sa barrière. Son ambition, c'est la connaissance, mais en même temps, il ne faut pas oublier que cette connaissance doit pouvoir se développer dans toutes les facettes de l'existence humaine, et notamment dans la facette morale. Or, cette facette morale, elle ne va pas, dans le discours de la méthode et dans les principes de la philosophie, elle va être soustraite au doute. C'est très curieux. C'est-à-dire que je ne dois pas, puisqu'on est dans la morale, je ne dois pas penser que le doute pourrait atteindre cette connexion de l'âme et du corps. Parce que la morale va être, va être guidée par le corps. Il faut bien que je vive, que j'agisse. Il faut bien que je fasse ou que je ne fasse pas. Je lis un texte des principes de la philosophie. Il est à remarquer que je n'entends point que nous nous servions d'une façon de douter si générale, sinon lorsque nous commençons à nous appliquer à la contemplation de la vérité. Très bien, ça on sait. Première méditation, on sait qu'il s'agit de douter lorsqu'il est question de la vérité. Car il est certain qu'en ce qui regarde la conduite de notre vie, nous sommes obligés de suivre bien souvent des opinions qui ne sont que vraisemblables. À cause que les occasions d'agir en nos affaires se passeraient presque toujours avant que nous pussions nous délivrer de tous nos doutes. Et lorsqu'il s'en rencontre plusieurs de tels sur un même sujet, encore que nous n'apercevions peut-être pas davantage de vraisemblance aux unes qu'aux autres,
Si l'action ne souffre aucun délai, la raison veut que nous en choisissions une et qu'après l'avoir choisie, nous la suivions constamment. De même que si nous l'avions jugée très certaine. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, il se passe que cette connexion corps-âme, cette connexion de la substance pensante et de la substance étendue, je peux en faire abstraction lorsque je me définis comme quelque chose qui pense, mais comme quelque chose qui pense en direction de la certitude, en direction de la vérité. Mais lorsque je me définis comme une chose qui pense et que je me dis, bah, faut bien vivre, il faut bien agir, je ne suis pas seul au monde, eh bien là, je suis obligé d'introduire le corps. Et pourquoi Descartes, jusqu'à la fin de sa vie, ne parviendra jamais à poser la question morale, et il y a une lettre à Élisabeth qui date de la fin de sa vie, où Descartes dit « il faut se construire une morale par provision », il reprend l'expression exacte du discours de la morale, du discours de la méthode, cette morale par provision ne peut rester que par provision. Pourquoi? Eh bien parce que la morale va être le point de jonction entre la substance pensante et la substance étendue. Je peux bien acquérir des certitudes concernant les sciences, pour reprendre le terme de Descartes, je peux bien acquérir un certain nombre de certitudes, je peux faire des maths, je peux faire de la physique. Il se trouve que lorsque je vais me poser la question de la manière dont il faut agir, dont il faut vivre, dont il faut conduire son existence, là je suis obligé d'introduire le fait que je ne peux pas conduire mon existence comme si je n'avais pas de corps. Comme si mon âme et mon corps étaient deux substances distinctes, nettement séparées. Et comme je ne peux pas, moi Descartes, comme je ne sais pas résoudre ce problème qu'on va appeler le problème de la conscience, eh bien, je suis cuit. Globalement, cette morale par provision, eh ben, elle va rester par provision jusque dans la tombe. Voilà. Si fini Descartes, et nous allons bientôt entamer une petite série de 2 épisodes où là, nous allons changer de genre littéraire puisque nous allons aborder le genre fantastique avec un des contradicteurs majeurs de Descartes, quasi contemporain, à savoir John Locke, et nous allons nous apercevoir que nous allons pouvoir être au bonheur plusieurs consciences dans un même corps, plusieurs corps avec une seule et unique conscience, plusieurs hommes dans des corps distincts avec des consciences distinctes, ou bien une conscience qui peut être plusieurs hommes, enfin, etc., etc. On va se régaler et je vous dis à demain.